l'avez compris, il est l'heure de retrouver notre invité du jour à 7h30 comme chaque jour du lundi au jeudi. Politique Matin, aujourd'hui, le recteur de l'Académie de Guyane est notre invité, Philippe Dulbecco. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, nous avons beaucoup de dossiers à évoquer en une demi-heure. Exercice pas simple, mais on va y arriver quand même, hein, comme tous les devoirs que nous donnons à nos élèves chaque jour. Comment allez-vous d'abord ? Comment se porte le recteur de l'Académie de Guyane 15 jours maintenant après la rentrée ? Le recteur de l'Académie de Guyane va toujours bien. Vous savez, il faut toujours distinguer le recteur de la fonction que j'incarne. Absolument. C'est ça qui m'intéresse le plus. Mais moi, personnellement, merci pour votre question. Je vais bien, très bien. Bon, alors, si vous allez bien, c'est tant mieux parce qu'il y a des dossiers qui font réagir. En Guyane, on va parler de ce fameux rapport interministériel qui fait la une de nos informations depuis ce matin dans un instant. Mais je crois que le rectorat, depuis le début de l'année, a des vies, en tout cas des temps difficiles, notamment ce décès d'un jeune, hein, je crois, en fin de semaine dernière. D'ailleurs, vous avez publié un communiqué de condoléances. Oui, c'est toujours d'une tristesse infinie lorsqu'on voit nos jeunes très dynamiques, très engagés, sportifs, qui décèdent dans des conditions qui ne sont pas encore d'ailleurs tout à fait déterminées. Donc il est bien normal que nous soyons avec les familles et avec la communauté éducative. Alors quand c'est comme ça, vous mettez en place évidemment des cellules d'écoute, j'imagine, hein, pour accompagner le personnel évidemment éducatif, mais les jeunes également. Donc dans tout ce qui est actualité sombre aussi, il y a cette arme là, ça a fait le tour des réseaux, un élève avec une arme qui a pu s'introduire dans un établissement à Concorde, pour ne pas le citer. Est-ce que ça vous inquiète, ce type d'image ? Ce qui m'inquiète, c'est la récurrence des phénomènes de violence dans et aux abords des établissements. Ça, c'est vraiment un sujet qui me mobilise, la vraie vérité, depuis que je suis arrivé en Guyane, puisque j'avais été accueilli dans un contexte un peu compliqué. Enfin, accueilli, je veux dire par là que le sujet se posait déjà il y a 2 ans. Souvenez-vous, ça a donné les assises de la sécurité. Cette année, les signaux sont pas très bons. Il faut qu'on se le dise, et donc nous sommes encore plus vigilants. La coopération avec les forces de l'ordre est totale, et donc il faut absolument éviter de repartir sur la même trajectoire de celle il y a 2 ans. L'année dernière, c'était mieux, beaucoup mieux la rentrée. Et là, c'est vrai qu'il y a une accumulation de faits qui nous inquiètent. Alors là, vous parlez de l'introduction d'une arme à poing, un revolver usagé. Mais bon, ça n'excuse rien à l'intérieur de l'établissement. Mais il y a eu aussi à Lumina Sophie, personne décédée juste à côté de Lumina Sophie. À Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà, à Saint-Laurent-du-Maroni. On a eu à Matoury une intrusion dans une école avec une inscription « On va vous tuer ». Enfin, on a eu beaucoup trop de sujets pour 15 jours de rentrée scolaire. Nous aurons la semaine prochaine une réunion de l'état-major de sécurité, présidé par monsieur le préfet, consacré à la sécurité dans et aux alentours des établissements scolaires. J'ai envie de vous poser la question, la faute à qui, monsieur le recteur ? La faute à la société, la faute aux parents, la faute... La faute sans doute à personne et à tout le monde. La faute à une situation sociale qui est celle que l'on connaît ici. Elle n'est pas la seule. Enfin, moi, vous savez, juste avant de venir en Guyane, j'étais en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a la Méditerranée, oui, mais il y a aussi des quartiers difficiles, le quartier nord de Marseille, des quartiers très difficiles à Cannes. Vous savez, la ville du festival de Cannes, vous avez des quartiers extrêmement difficiles, des quartiers difficiles à Lariane, à Nice. Vous avez partout des situations péjoratives. Et l'école doit travailler dans la durée pour essayer d'apporter des solutions à tout ça. Quand dans le cadre du projet académique, nous travaillons désormais, dès la grande section et jusqu'au CM2, sur les compétences psychosociales des élèves, eh bien c'est cette démarche qui s'inscrit dans le temps long que nous essayons d'initier. Parce que quand vous avez travaillé sur les compétences psychosociales des élèves, l'estime de soi, la confiance en soi, le consentement, l'égalité filles-garçons, vous voyez, toutes ces choses, la gestion des émotions, alors après, à partir du collège, vous pouvez mettre en place des stratégies de prévention du harcèlement, de prévention de la violence, et puis un sujet qui me tient à cœur, de prévention des grossesses précoces.
Est-ce que l'Académie a les moyens finalement de lutter contre ce fléau de l'insécurité ? On l'a vu à Concorde, les moyens seront renforcés, notamment avec des agents privés de sécurité, mais on voit que la prévention et la sensibilisation dont vous parlez ne suffisent pas malheureusement. Est-ce que vous avez les moyens ? Est-ce que l'Académie, est-ce que l'éducation nationale a les moyens de lutter contre cette insécurité grandissante ? Oui, on a les moyens. Écoutez, c'est quand même un phénomène, introduction d'armes dans un établissement très 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 marginal. Il faut évidemment prendre l'alerte. Oui, ça n'arrive pas tous les jours, heureusement. Très marginal. Alors on a les moyens parce que on va les chercher, les moyens. Vous savez, cette année, j'ai obtenu 6 CPE de plus pour l'Académie. On ne peut pas mettre un CPE derrière chaque élève. Est-ce qu'il faut aller, comme certaines régions de l'Hexagone l'ont fait, vers l'installation de portiques qui permettent, avec des détecteurs anti-métaux ? J'en sais rien. En tout cas, la question mérite d'être posée et nous la poserons avec le président de la collectivité territoriale de Guyane, puisque chaque 6 semaines, nous avons des points, tous les deux, sur les sujets importants de l'éducation en Guyane. Alors, autre sujet, monsieur le recteur, l'aspect social. On a l'impression que depuis votre arrivée, les choses se sont un peu calmées. Je sais que vous rencontrez souvent les acteurs sociaux, vous êtes beaucoup sur le terrain. Est-ce que vous avez trouvé la clé du calme social ? Écoutez, la clé, je sais pas, moi je recherche pas le calme social. Alors évidemment, je m'en félicite. Je cherchez pas les conflits non plus, j'imagine. Je m'en félicite. Non, il faut travailler ensemble. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Moi, je suis arrivé ici, j'ai fait un petit discours de la méthode. Ceux qui m'avaient écouté à l'époque ont dû s'en souvenir. Le discours de la méthode, c'est qu'une politique éducative en Guyane, elle se conduit en mobilisant l'ensemble des acteurs et des parties prenantes. C'est une banalité ce que je viens de dire. Mais après, une fois qu'on a dit ça, il faut le faire. Il faut le faire réellement. Vous savez, l'année dernière, il y a eu un mouvement social, le 15 décembre 2023. Bon, eh bien, ce mouvement social a été utile. Il nous a permis d'avancer sur des chapitres de la gestion des ressources humaines dans ce rectorat, comme ça n'avait jamais été le cas auparavant. Jamais été le cas. J'ai fait un audit de la fonction RH et on a amélioré les choses. On a mis en place une charte de pratique des RH, de manière à répondre avec plus d'efficacité aux agents. On a créé un service attractivité, mobilité, proximité, qui était un service qui manquait pour tous les enseignants qui sont loin de Cayenne. Vous voyez, on a mis en place toute une série de démarches. On essaie à chaque fois de sortir par le haut de situations de crise. Les organisations syndicales jouent leur rôle de poil à gratter, apportent souvent des idées. Et la responsabilité du recteur et du rectorat, c'est dans les idées qui sont apportées de voir celles que nous sommes capables de mettre en œuvre. Alors justement, monsieur Dulbecco, nous sommes le 16 septembre. Est-ce qu'à l'heure où nous parlons, toutes les classes ont un enseignant ? Est-ce qu'il y a un enseignant devant toutes les classes ? Non, mais vous voyez, je peux vous donner les chiffres. Sur 3800 enseignants dans le premier degré, j'ai 50 classes où je dois encore ajuster. Ça ne veut pas dire qu'il me les manque, je dois ajuster. Et sur 3400 personnels dans le second degré, j'ai encore 70 enseignants sur lesquels je dois ajuster. Donc il faut rapporter les 3008, 3004 à peine une centaine d'enseignants. Avec des chances de les trouver, de les avoir. Oui, c'est de l'ajustement. C'est-à-dire que, si on est à l'île de Cayenne, il y a tout le monde, vous le savez bien. Quand on va à Camopi, ce sera un peu plus compliqué. Non, Camopi, ça se passe bien. Écoutez, on revient là de Grand Santi, Maripasoula et Papa Echeton. Quasiment tous les enseignants sont là. Non, il y a des ajustements encore à Patou, des ajustements à Mana. Mais vous voyez, quand vous rapportez aux chiffres, on est vraiment dans l'ajustement. Après, moi, je comprends, vraiment, je vous le dis, et je le dis pour les auditeurs, je comprends l'écart que l'on peut avoir entre ces chiffres globaux, qui sont satisfaisants, et puis les réalités de terrain. Parce que quand il manque un enseignant dans une classe, et que cette classe, c'est la classe de votre enfant, vous dites, la rentrée s'est pas bien passée. Bien sûr. Donc ce qu'il faut, c'est aller vite. Et on a une cellule de rentrée pour ça, qui travaille, j'allais dire, nuit et jour, 7 jours sur 7, pour trouver des solutions à ces ajustements. Alors, on parle souvent des enseignants, du manque d'attractivité, mais on parle très rarement de l'inclusion de ces élèves en situation de handicap qui ont besoin d'un accompagnement spécial, qui ont besoin d'un dispositif particulier. On en est où à ce niveau ? Est-ce que tous les cas, on va parler ainsi, qui concernent notre académie sont sous contrôle ? Non. On se parle en toute transparence. C'est un des domaines dans lesquels on doit significativement s'améliorer. Alors, vous allez me dire, c'est pas le sujet partout en France, mais
Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans l'Académie de Guyane. Parce qu'on a tendance à traiter ces sujets avec moins d'anticipation que les autres. Pour une raison simple, c'est que nous ne sommes pas les seuls acteurs du sujet. Nous devons attendre souvent les notifications, nous devons attendre souvent que les élèves aient été diagnostiqués, détectés. Au grand désarroi des parents d'ailleurs. Au grand désarroi des parents. Vous savez, j'ai passé mon week-end à répondre à toute une série de mails des parents sur ce sujet-là. Et je peux vous assurer que nos marges de progrès, elles sont vraiment importantes, mais je peux vous assurer qu'on ne baisse pas nos efforts de manière à répondre. Et qu'est-ce qui bloque ? C'est l'administratif qui ralentit les démarches ? Vous savez, à chaque fois que vous avez 3-4 acteurs sur un même sujet qui doit être traité en flux tendu, au fil de l'eau, les choses sont compliquées. Alors, on en arrive à ce rapport interministériel qui a été publié, en tout cas rendu public le 4 septembre dernier, qui propose notamment de fermer massivement des classes pour réduire les coûts de l'éducation nationale. Patatras, incompréhension, j'ai envie de dire, de beaucoup d'acteurs, ou tout simplement beaucoup de citoyens guyanais qui se disent, mais on est sur un territoire où on sait qu'il y a des milliers d'enfants déscolarisés, à peu près 4000 aujourd'hui. Bon. 1008. Bon, allez, on peut 3000 selon les syndicats, non. 1008 selon le recteur. On peut s'arrêter sur ce sujet ou pas ? Non, allez-y. Non, mais allez-y. Écoutez. Avant d'en arriver au rapport, évidemment. Évidemment, je réponds sur le rapport. J'arrive en Guyane, on me dit il y a 10 000 enfants non scolarisés. Bon, c'est beaucoup. D'où vient ce chiffre ? Personne n'est capable de me le dire. Je fais le travail d'archéologie. Le rapport vous savez, les rapports se renvoient, le défenseur des droits se base sur le rapport de la Cour des comptes, qui se base lui-même sur un rapport. Une note de bas de page dans un rapport, selon un collectif guyanais qui se base sur les chiffres du rectorat, il y aurait 10 000 enfants non scolarisés en Guyane. Tiens, je dis donc du coup ça devient mon sujet. C'est le rectorat qui a dit ça. Et on fait la démarche, il y a 2 ans. C'est-à-dire, on fait la démarche de recenser l'ensemble des élèves non scolarisés. Pardon, il faut être très précis pour vos auditeurs. On utilise une méthode qui s'appelle la méthode additive. Je fais une addition. Tous ceux qui tapent à la porte de l'école, de la maternelle jusqu'à l'université, et à qui on dit non, je suis capable aujourd'hui de les recenser. Grâce au travail avec les mairies, grâce au travail avec le CASNAB, vous savez, les élèves en situation, les réfugiés qui arrivent en cours d'année, je suis capable de manière très précise de vous donner le chiffre. Bon, alors on me dit, mais c'est pas le chiffre des enfants non scolarisés. Donc je travaille avec l'INSEE. Je dis à l'INSEE, vous, appliquez votre méthode. Donc nous, on trouve autour de 1008, eux trouvent plus. Bon, L'INSEE, c'est pas très actualisé non plus. Non, disons les choses comme elles sont, monsieur le recteur. Hein. Mais on est capable d'expliquer l'écart entre les deux méthodes. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que sur le littoral guyanais, les chiffres de la scolarisation sont les mêmes que dans n'importe quelle académie de l'Hexagone. En revanche, dès qu'on quitte le littoral, que l'on va dans l'ouest sur le fleuve, etc., les chiffres sont pas bons. Et alors on essaie de les expliquer parce que ils sont meilleurs dans le premier degré que dans le second degré. Tiens, comment ça se fait que des élèves que l'on arrive à scolariser dans le premier degré, ensuite on les perd dans le second degré ? Alors, il y a 2 raisons à ça. La première raison, et c'est pour ça que je suis confiant, c'est d'avoir des établissements en proximité. Et la deuxième raison, vraiment, qui est très importante, c'est que, vous le savez, on est sur des bassins de vie. Pour un élève de l'Est, la scolarisation obligatoire au Brésil, elle est de 14 ans. Pour une famille qui envoie ses enfants dans les établissements scolaires de l'Est guyanais, la référence, c'est pas forcément la scolarisation obligatoire en France. Quand on va dans l'Ouest, la scolarisation obligatoire, elle est à 12 ans au Suriname. Et donc, on arrive à expliquer la différence entre les estimations de l'INSEE et les nôtres. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2024, il y avait autour de 1500 élèves du premier degré jusqu'à l'université qui ont tapé à la porte de l'école et à qui, à ce moment-là, on a dit non, c'est pas possible. Liste d'attente, non, c'est pas possible parce que vous arrivez en cours d'année, vous passez par le CASNAB et les classes sont pleines. Non, c'est pas possible parce que la formation que vous vouliez
suivre, elle n'est pas disponible là en proximité, ça je suis capable de vous le dire. Alors, si l'on en croit vos chiffres, donc 1800 élèves, on va s'arrêter sur ça, j'imagine que les syndicats vont réagir par la suite. Et pourtant, monsieur le recteur, il semblerait que nos classes soient surdotées, selon ce rapport IGS-IGERS. C'est fou, non ? Alors, ce rapport, qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce que dans les auteurs du rapport, il y a des gens que je connais bien. C'est un rapport qui est un exercice. C'est un exercice. L'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche, régulièrement, fait des exercices. C'est un exercice. Mais sur quelle base ? C'est quoi la méthodologie ? La méthodologie, c'est que je regarde les chiffres de toutes les académies de France. Je vois que la démographie dans l'éducation nationale sur les 20 prochaines années va baisser. Et je me pose la question suivante. Face à cette baisse de la démographie, quelles sont les marges de manœuvre que l'éducation nationale va avoir ? Et est-ce que l'éducation nationale peut rendre de la marge de manœuvre au pays ? C'est ça la question. Bon. Et nous, on est dans un ensemble qui est déjà hétérogène. On est dans l'ensemble Martinique, Guadeloupe, Guyane. Enfin, écoutez, c'est pas faire offense aux auteurs du rapport de dire qu'entre la Guadeloupe qui perd des effectifs, la Martinique qui perd des effectifs et la Guyane qui en gagne, il y a déjà un problème d'homogénéité de la situation. Deuxième élément, ce qui fait la spécificité de l'Académie de Guyane, l'isolement géographique. Je ne parle pas uniquement de l'isolement géographique entre l'Hexagone et la Guyane. Je parle de l'isolement géographique à l'intérieur de la Guyane, qui génère des coûts fixes, comme disent les spécialistes. Ben évidemment, à partir du moment où vous avez des écoles partout en Guyane et vous avez une géographie qui n'est évidemment pas favorable à la fluidité de la circulation des personnes et des biens, c'est un facteur, je ne vais pas vous faire un tableau trop long, que nous connaissons bien, qui n'apparaît pas. Éloignement culturel. La Guyane, vous le savez, 80% des élèves qui rentrent à l'école n'ont pas le français comme langue maternelle. Éloignement culturel. Éloignement socio-économique. Je ne vais pas redire les chiffres que tous les Guyanais connaissent. Donc c'est un rapport qui est un exercice, qui est fait à travers des données qui sont des données purement quantitatives et qui vaut ce qui vaut, c'est-à-dire c'est un exercice parmi tant d'autres. Je veux dire à vos auditeurs et à ceux qui sont intéressés par l'avenir de l'école en Guyane que ce rapport n'aura aucune influence dans les prochains mois, les prochaines années, sur l'infléchissement de l'éducation en Guyane. Donc vous nous garantissez ce matin, et comme vous le disiez aux auditeurs qui nous écoutent là en ce moment, que ça n'aura pas d'impact, parce qu'il y a des mesures entre guillemets inquiétante quand même, relever le seuil de dédoublement des classes. C'est-à-dire que l'idée, ce serait plutôt surcharger des classes parce qu'on va en réduire, justement. Donc, on peut être rassuré ce matin. Alors, vous pouvez être rassuré. Ce qui rythme le fonctionnement d'une académie, alors je vais être un petit peu techno, c'est le dialogue de gestion que le recteur a avec son ministère. C'est ça qui rythme le fonctionnement d'une académie. Le dialogue de gestion que le recteur a avec son ministère depuis maintenant 3 ans, je parle de ce que je connais, c'est plus de postes, c'est plus d'enseignants sur les missions d'assistance sociale, d'infirmiers, de psy-EN, de CPE. C'est plus d'argent, 2,5 millions pour notre école faisant l'ensemble. Là, sur Baduel, je ne devrais pas donner la somme, mais plusieurs centaines de milliers d'euros de manière à trouver des solutions aux élèves. Sur le plan lecture, 250 000 euros pour engager le plan lecture en Guyane. Donc c'est pas du tout une logique qui va vers moins, c'est une logique qui va vers plus. Mais tout de même, monsieur le recteur, j'imagine que ce rapport interministériel arrivera sur le bureau du prochain ministre de l'Éducation nationale, qui sans doute s'en souciera. L'heure est aux économies, non ? Au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. On vous dira, monsieur le recteur, vous êtes gentil, mais selon ce rapport, on peut faire telle ou telle économie. Monsieur, c'est un rapport parmi 10 autres qui sont passés totalement inaperçus. Vous savez, j'étais inspecteur général il y a encore quelques années. Bon, je sais quelle est la destinée des rapports de l'inspection générale, sans faire offense à mes anciens collègues. Je comprends que ce rapport ait suscité de l'émotion parce qu'il dit des choses qui sont totalement orthogonales avec la réalité de la Guyane. Ça, je le comprends. Je veux vraiment rassurer. Alors, il ne vous a pas échappé que je ne suis pas ministre. Que je ne connais pas qui sera le prochain ministre. Mais alors, écoutez, on est là sur votre antenne. Peut-être je vais m'exprimer de manière imprudente, mais je prends les paris avec vous. Ce rapport n'aura aucun impact
sur la manière de conduire les politiques éducatives dans l'Académie de Guyane pour les prochaines années. On ressortira cette interview, monsieur le recteur. Oui, je suis enregistré. Absolument. Alors, autre sujet, le téléphone portable, on passe dessus rapidement, puisque ça fait partie des sujets, là aussi, qui seront sans doute posés sur la table du futur ministre. L'interdiction du portable à l'école. Vous, je ne sais pas si vous pouvez donner votre avis personnel, mais vous êtes pour ou contre, finalement? Je suis très pour. Alors, non seulement je suis très pour, mais l'Académie est très pour. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est une vieille idée, un rapport écran remis à Emmanuel Macron. Nous, on avait déjà commencé à réfléchir dans l'Académie avec les collèges. Je vous donne un chiffre qui va qui illustre ce que je dis lorsque je dis on est très pour. Il y a 200 établissements, je crois, quasi certaines, qui dans l'Hexagone, nous compris, des projets pilotes, c'est ça, se sont engagés dans cette expérimentation. La moitié des collèges de Guyane. 200 hexagones, la moitié des collèges de Guyane. La moitié des collèges. Je ne les ai pas forcés. Je leur ai demandé, principaux, on y va pas? Moi, je trouve qu'il faut le faire. Est-ce que vous pensez aussi qu'il faut le faire? Mais attendez, monsieur le recteur, on le faisait déjà, mais ça fonctionne. Eh bien, allons-y. Est-ce qu'on va plus loin? Nous sommes plutôt dans une démarche dans laquelle nous allons profiter de la pause numérique pour aller plus loin dans l'éducation aux médias et à l'information. Nous ne sommes pas uniquement dans une démarche de sanction coercitive. Nous voulons aller vers une démarche d'éducation. Parce que les principaux sont d'accord. Mais les élèves, eux, ne sont pas d'accord. J'imagine. Les parents, peut-être aussi les parents sont... Non, les parents sont d'accord. Les parents nous suivent. Mais tous les élèves que je sonde, non, monsieur, vous n'allez pas faire ça chez nous. Et donc, il faut en profiter. Il faut en profiter pour aller plus loin dans l'éducation. D'un point de vue éducatif, ça va changer quoi? Ça va tout changer. Ça veut dire que l'addiction au numérique va pouvoir être gérée, parce que vous savez, c'est une chose de dire le règlement intérieur interdit, mais en réalité, entre deux cours, lorsqu'ils vont aux toilettes, lorsqu'ils se mettent dans un coin, ils regardent quoi? Ils regardent leurs notifications sur TikTok, etc. Il y a une forme d'addiction. Ils font même des vidéos parfois. 2, alors de 1, l'addiction, c'est, je dirais presque ce qui nous concerne le moins. Mais ce qui nous concerne le plus, effectivement, c'est l'utilisation des portables, qui n'est pas une utilisation à bon escient. Écoutez, beaucoup d'actes de harcèlement aujourd'hui sont des actes de cyberharcèlement. Tout ne se produit pas à l'intérieur des établissements, loin s'en faut. Mais une partie se passe à l'intérieur des établissements. Et puis, retrouver le contact avec l'autre, retrouver le contact avec le livre, retrouver le contact. Lorsque j'ai un temps de pause, je ne vais pas systématiquement sur mon portable, mais peut-être je m'engage dans d'autres activités éducatives. Certains établissements l'ont bien compris. Là, je reviens de Maripasoula. Pas mal d'établissements sont en train de développer des ludothèques. Mais si vous avez le portable, il n'y a plus de ludothèque dans l'établissement. Vous allez sur votre portable. Le jeu comme expérience sociale, le jeu pour aller vers l'autre, le jeu pour apprendre, pas nécessairement sur le portable. Alors j'entends, ce sont des vœux pieux, mais est-ce que vous aurez les moyens humains surtout de contrôler, des centaines d'enfants par établissement avec des téléphones qui sont parfois petits, parfois pratiques et faciles à cacher, quoi? 2 solutions, la solution coercitive, la solution éducative. Pour tout vous dire, on décide de ça la semaine prochaine avec l'ensemble des principaux. 2 d'entre eux vont nous faire part de ce qu'ils ont déjà fait. 1, ça fonctionne bien de manière éducative. Je ne vais pas citer parce que sinon on va stigmatiser. L'autre, ça fonctionne mal, de manière éducative, donc je suis dans le coercitif. On va regarder les raisons pour lesquelles ça fonctionne pas. Il n'est pas certain d'ailleurs qu'on adopte la même démarche pour tous les collèges. Pas du tout. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça ne va pas être un vœu pieux, j'espère. J'ai bien conscience de la difficulté. C'est pas un sujet simple. De toute façon, il faut le faire avec les familles. Bon, je ne suis pas très inquiet. Et il faudra, d'une manière ou d'une autre, introduire le doute chez les élèves. Introduire le doute. Avec les contrôles aléatoires, j'imagine. Non, leur proposer autre chose. Pas seulement leur interdire le portable, leur proposer autre chose pendant les temps de pause. En tout cas, l'échéance, c'est quoi? C'est janvier, c'est ça, début d'année? Nous, on fait ça tout de suite. Là, on décide du mode opérationnel la semaine prochaine, et puis on y va. Donc, dans les jours qui viennent, les élèves de Guyane pourraient être
interdit de téléphone portable. La moitié des collèges ont envie de se lancer dans cette belle aventure. Bon, ça fera plaisir aux élèves qui nous écoutent dans la voiture actuellement avec papa et maman. Un dernier mot, monsieur le recteur, sur le harcèlement scolaire. Ça, c'est un sujet aussi qui fait débat et qui malheureusement s'installe de plus en plus dans la réalité aussi de nos académies, ici aussi particulièrement. Une fois qu'on a dit ça, dans les faits, sur le terrain, qu'est-ce qui est mis en place pour les signalements, pour que ceux et celles qui sont victimes de harcèlement scolaire soient pris au sérieux? Tolérance zéro, ça on le doit à Gabriel Attal, on applique. C'est la victime que l'on écoute en première intention, c'est la victime qui est protégée. Vous savez, auparavant, c'était la victime que l'on sortait. Absolument, de l'établissement. Voilà. 48 heures pour gérer la situation entre le moment où elle est apparue et le moment où on apporte des éléments de solution. On tient ça. Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais nous sommes le ministère du temps long. C'est ce que j'allais vous dire, il y a la lourdeur administrative. Non. Parce que j'imagine qu'il y a le temps d'interroger les élèves, d'avoir des témoins, etc. Non, la cellule harcèlement fonctionne très bien, franchement. Dans tous les établissements? Quand ça fonctionne pas, il m'arrivait de me fâcher. Il m'arrivait de me fâcher, de faire une enquête administrative sur un établissement pour lequel j'avais appris que les cas de harcèlement ne nous étaient pas remontés. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, tous les établissements ont les consignes, en tout cas tous les responsables d'établissements ont pour consigne d'accélérer le traitement à partir d'un signalement. Ah oui, et en même temps, je veux vous parler quand même de notre politique éducative. Quand on déploie depuis la rentrée scolaire les compétences psychosociales chez les petits, grande section, petite section, on a cette stratégie de prévention du harcèlement aussi en tête. Parce que c'est plus facile de travailler sur un terreau favorable, donc des élèves qui ont été sensibilisés à la maîtrise des émotions, la confiance en soi, l'estime de soi, le consentement, le respect, l'égalité filles-garçons. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se fait dans les écoles du premier degré, maternelle et élémentaire de Guyane. Mais ça, il faut le faire partout. Et à partir de là, cette politique de prévention du harcèlement, elle sera, dans le moyen terme, beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, on en gère les effets. Moi, ce que je voudrais, c'est travailler sur les causes. Et les causes, ça passe par le développement des compétences psychosociales chez les élèves. Très bien, merci monsieur le recteur. Merci d'être venu nous parler en toute franchise des sujets qui concernent votre académie. La suite sur Mo News Radio avec Lydiane qui vous accompagne jusqu'à 9h. Je vous souhaite une belle journée. C'est vous.